Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Le trafic aérien a repris ce matin à l'aéroport de Beyrouth, peu après l'accord sur le cessez-le-feu conclu entre l'armée libanaise et les résistants palestiniens. Le bilan des incidents n'est pas encore connu, probablement une centaine de morts. On parle de 60 morts chez les Fedayines, de 17 morts dans les rangs de l'armée libanaise. Une quinzaine de civils auraient d'autre part été tués accidentellement. Mais je vous propose tout de suite de faire le point sur la situation au Liban avec les dernières images que nous ayons reçues. Christian Bousquet. Pendant 48 heures, les habitants de Beyrouth ont vécu au cœur du drame. Ils ont été les témoins des violents affrontements entre Fedayines et soldats libanais qui faisaient rage dans la capitale et ses environs. La situation avait atteint un seuil critique hier soir et chacun pensait que les deux camps étaient sur le point d'être entraînés dans une guerre totale, dans un règlement de compte définitif, semblable à celui qui avait opposé l'armée du roi Hussein de Jordanie aux Fedayines. Les nouvelles étaient alarmistes. L'escalade de la violence avait gagné une grande partie du Liban. Des combats avaient lieu jusque dans le sud du pays et l'aviation libanaise avait même dû intervenir contre les positions de commandos palestiniens à proximité de l'aéroport de Beyrouth. Et puis, il y avait aussi les 5000 Fedayines, basés en Syrie, qui avaient franchi la frontière pour venir au secours de leurs frères d'armes. Appuyés par des chars, ils avaient rapidement occupé une bande de terrain de 12 km de large, pris 3 villages et assiégé 2 villes. Dans le vacarme de la guerre, une solution négociée semblait difficile à trouver. Pessimistes, les Libanais n'en continuaient pas moins à espérer, d'autant plus que les responsables des deux camps avaient renoué le dialogue. Et voilà qu'après une nuit relativement calme, un cessez-le-feu était annoncé ce matin. C'est le deuxième en 2 jours, mais cette fois les armes semblent s'être tues et la population de Beyrouth voit avec soulagement s'éloigner la menace d'une guerre totale. D'après l'accord intervenu, les deux camps doivent se retirer sur les positions qu'ils occupaient avant les affrontements. Les blindés libanais ont commencé à évacuer le secteur du camp de Sabra et Shatila entre Beyrouth et l'aéroport. De leur côté, les Fedayines se sont complètement retirés de la ville de Saïda qu'ils avaient investie. Pour l'instant, le cessez-le-feu est effectif, mais tout danger n'est pas écarté. Et le couvre-feu ne sera levé que si le calme continue de régner. Oui, ce calme reste donc précaire. La coexistence sera toujours difficile entre le Liban et les Palestiniens qui se sont réfugiés dans ce pays. La situation est particulièrement tendue depuis le raid israélien sur l'aéroport de Beyrouth en décembre 68 et plus près de nous, celui du 10 avril dernier lorsque 3 dirigeants palestiniens ont été exécutés. Bien entendu, les événements du Liban sont très suivis depuis Israël. Et dans 3 jours, l'État d'Israël fêtera son 25e anniversaire. Ce jour-là, et malgré les recommandations des Nations Unies, les Israéliens ont l'intention de montrer leur force militaire dans un grand défilé. C'était hier la répétition générale. L'armée israélienne a présenté en avant-première les armements nouveaux qui défileront à la parade du 7 mai pour le 25e anniversaire de l'État. Cette exposition avait lieu à l'aéroport de Jérusalem, dans la partie anciennement jordanienne de la ville, récemment agrandie et rénovée. Elle n'offrait qu'une fraction des acquisitions récentes de l'armée, les autorités militaires ayant pour politique de ne montrer au public que des types d'armements déjà intégrés et opérationnels. Nous avons pu ainsi filmer à loisir une série d'engins mécanisés qui témoignent de la tendance des forces armées israéliennes à l'autarcie et à la plus extrême mobilité. Autarcie parce que d'origines diverses, ces engins sont tous passés par les ateliers de l'industrie militaire qui les a transformés de fond en comble pour les adapter aux besoins locaux. Par exemple, le tank russe T-54 et T-55, pris en quantité dans le Sinaï pendant la guerre des 6 jours, eh bien, les Israéliens avaient, semble-t-il, du mal à se procurer les munitions du canon d'origine. Ils ont remplacé ce canon par un canon britannique de 105 mm, aux performances nettement supérieures, et le T-54-55 est désormais parfaitement intégré. Le L-33, canon automoteur de 155 mm, est digne d'une mention spéciale.
En dehors du châssis Sherman américain, il est entièrement conçu et construit en Israël. D'après les officiers israéliens, d'une portée de 20 km, ce canon n'a pas son pareil dans le monde pour la rapidité et la précision du feu. À l'occasion de cette fête du 25e anniversaire de la création de l'État, les Israéliens s'attendent à des attentats que prépareraient les Fedayines, mais ils affirment que leurs services de renseignement connaissent tous les détails de ces projets et pourront les faire échouer. À propos du Moyen-Orient, à noter les propos peu optimistes du président Nixon dans son message sur l'état du monde. M. Nixon espère simplement que l'amélioration des relations entre Moscou et Washington amèneront des progrès sur la voie du désarmement et créeront un climat favorable pour une solution à la crise du Proche-Orient. Mais en attendant, le président américain laisse entendre que la seule solution est le statu quo. Le président Nixon a bien entendu parlé dans son message de l'Europe. Il a même dit qu'aucun aspect de la politique étrangère des États-Unis n'exigeait une plus grande attention et plus de soins que les relations avec l'Europe occidentale. D'ailleurs, le président Nixon vient de rencontrer le chancelier Brandt et à la fin de ce mois, il rencontrera le président Pompidou en Islande. Vous vous souvenez bien sûr, à la fin de l'année 1971, l'Inde et le Pakistan s'affrontaient à propos du Pakistan oriental qui réclamait l'indépendance. C'est maintenant le Bangladesh. Et à cette époque, André Malraux avait proposé son aide au Bangladesh. Il avait même failli se rendre sur place. 1 an et demi après, André Malraux vient de se rendre en Inde et au Bangladesh. Il arrivait ce matin à Orly où l'attendait Gérard Saint-Paul. Le Bangladesh avait gagné l'élection. En conséquence, il y a eu une répression épouvantable de la part du Pakistan. Cette répression a amené une sorte de révolution. La répression a continué. 8 millions de réfugiés ont été chassés aux Indes. Et les Indes sont entrés en guerre aux côtés des guerriers du Bangladesh au prix Dakar. Bien, tout ça est fini, la paix est faite, mais il reste à l'heure actuelle, d'une part, un certain nombre de prisonniers de guerre qui sont des militaires, qui sont aux Indes, et qui évidemment doivent retourner au Pakistan, mais il reste aussi un certain nombre, considérable, 150 000, prisonniers civils bengalis qui sont au Pakistan et que le Pakistan ne veut pas rendre. Plus d'autres problèmes, ceux des criminels de guerre, etc. Bien, tout ceci semble inextricable. Je pense que nous allons parvenir à tirer les choses au clair. Je pense être en état d'ici une huitaine de jours de pouvoir faire accepter par les diverses parties en cause un principe extraordinairement simple qui est le droit, la guerre finie, pour chacun de rentrer chez soi du moment qu'il en exprime le désir. Je m'exprime bien, c'est une chose tout à fait claire. Les prisonniers de guerre pakistanais aux Indes, on leur demande de dire: vous voulez rentrer au Pakistan? Oui. Allez. Non? Faites ce que vous voulez. Mais les Bengalis qui sont au Pakistan, s'ils disent nous voulons rentrer au Bengale, eh bien qu'ils y rentrent. Et quant aux neutres de différentes catégories, c'est le cas des Biharis, qui posent des problèmes, que le problème soit réglé de la même façon, qu'on constitue des moyens de contrôle, du type Croix-Rouge, autres, pour déterminer qui veut quoi. Et qu'on dise que dans tous les cas, la guerre étant finie, celui qui veut rentrer chez lui a le droit de rentrer chez lui. Bien. Je pense que pour l'instant, ce principe est accepté. Je ne parle, n'est-ce pas, que du principe. Je ne parle pas d'action diplomatique. Ce principe est accepté à la fois par l'Inde et par le Bangladesh. Il va être soumis au Pakistan et il convient que les pourparlers soient des pourparlers bilatéraux et qu'on n'aille pas inventer ni des Croix-Rouges ni des commissions si des États qui sont souverains sont prêts à s'entendre tous les deux. En France, ce matin, s'est poursuivi à l'Assemblée nationale le débat sur l'agriculture, un débat qui aura porté essentiellement sur la politique européenne et les derniers accords de Luxembourg. Actuellement, M. Chirac est en train de clôturer la séance. La plupart des orateurs auront mis l'accent sur les faibles hausses du lait, du vin et du tabac. Pour l'opposition, les petits exploitants ont été oubliés. Pour la majorité, l'Europe agricole a été sauvée grâce à l'acharnement de M. Chirac. Hier, vous le savez, M. Giscard d'Estaing a annoncé pratiquement la reconduction de la politique des prix menée depuis un an. Pas de retour à la liberté totale des prix, pas non plus de blocage systématique et un objectif essentiel,
rester 1% au-dessous de l'évolution des prix chez nos partenaires européens. Pour l'industrie, les accords qui seront proposés envisageront une hausse de 3,6% en moyenne. Pour le commerce, les conventions prévoient une stabilité des marges bénéficiaires. Quant aux tarifs publics, les augmentations ne devraient pas dépasser également 3,6%. Les réactions ne sont pourtant pas très favorables. Le CNPF, le Conseil national du patronat français, réclamait le retour à la liberté des prix et il réserve son sentiment en attendant des éléments nouveaux. M. Segui, pour la CGT, parle du déferlement de la hausse des prix et de l'accroissement considérable du profit des sociétés capitalistes. Les petites et moyennes entreprises, comme le CNPF d'ailleurs, réclament le retour intégral à la liberté des prix, seule vérité, dit la Confédération, en face de la concurrence sauvage. Sur le plan social, rien de nouveau à signaler chez Renault, où les négociations se sont poursuivies hier sur la réforme des classifications. Chez Peugeot Saint-Étienne, le conflit est toujours au point mort et les fédérations CGT et CFDT de la métallurgie viennent d'écrire au directeur des établissements Peugeot lui demandant la reprise des négociations, seule issue au conflit. Sur le plan politique, enfin, il faut noter que M. Poniatowski demeure secrétaire général des Républicains indépendants jusqu'au congrès d'octobre. M. Poniatowski, qui fait maintenant partie du gouvernement, a transmis une partie de ses pouvoirs aux secrétaires généraux adjoints. On parle beaucoup actuellement du 150aire de la naissance de Louis Pasteur. C'est pour la Fondation pour la recherche médicale française, pour l'Institut Pasteur aussi, l'occasion d'organiser une vaste campagne d'information. C'est aussi l'occasion de réunir des fonds. Les collectes seront employées pour financer les recherches biologiques et médicales effectuées dans toute la France. Et pendant une semaine, nous vous présenterons une série de reportages accompagnés de ces images que vous voyez actuellement et qui vous montreront les succès enregistrés dans certains domaines de la recherche. Ce soir, premier sujet de ces reportages consacré à l'immunologie, c'est-à-dire à la défense du corps humain. Le 9 mai, une vaste opération sera organisée par l'ORTF et diffusée sur la première et la seconde chaîne de 20h30 à 23h30. Participeront à cette émission les professeurs Jacques Monod, Jean Hamburger et François Lermite. François Lermite, c'est bien cela. Il y a 10 ans, je viens maintenant à un autre sujet, nous parlions de la guerre de la langouste. Une guerre qui opposait alors la France et le Brésil. Mais les contestations sur l'étendue des eaux territoriales et des droits de pêche sont fréquentes. Il n'y a pas longtemps, les pêcheurs bretons de sardines ont eu des problèmes au large des côtes marocaines. Cette fois, ce sont les pêcheurs d'anchois qui ont des ennuis avec l'Espagne, tandis que les Anglais et les Islandais ont engagé depuis quelque temps la guerre de la morue. Voici un reportage de Daniel Durandet. Ce poisson, la morue, oppose deux pays, l'Islande et l'Angleterre. Alors que pour la plupart des pays à vocation maritime, le poisson représente moins de 2% des exportations, pour l'Islande, il en représente plus de 80%. Jusqu'à présent, près de la moitié du poisson pêché dans les eaux islandaises l'était par des pêcheurs étrangers. Cette guerre de la morue entre l'Islande et l'Angleterre a commencé le 1er septembre 1972. Ce jour-là, l'Islande étendait ses limites de pêche de 12 000 à 50 000 au large de ses côtes. À cela, 3 raisons étaient alors données par les autorités islandaises. L'intérêt primordial que représente le poisson pour leur économie nationale, la conservation et le contrôle de leur patrimoine de pêche, enfin, la lutte contre l'intensification de la pêche pratiquée par des chalutiers toujours plus modernes. Depuis le 1er septembre 1972, la guerre de la morue ne revêtait que la forme de protestation britannique auprès des autorités islandaises. Mais au mois de mars dernier, les choses se sont brusquement envenimées. Nos gardes-côtes sont chargés d'intervenir lorsque des chalutiers violent nos eaux territoriales. Quand c'est le cas, ils informent les commandants qu'ils sont en infraction avec les nouvelles lois islandaises et qu'ils doivent sortir des limites territoriales. Dans la plupart des cas, ils s'exécutent. Sinon, on les avertit que leurs chaluts seront coupés. Et après 3 avertissements, nos gardes-côtes coupent effectivement les chaluts.
Ainsi, nous l'avons fait pour quelques 44 chalutiers, 40 bateaux britanniques et puis 4 bateaux allemands. C'est à l'aide de cette cisaille que les gardes-côtes islandais effectuent leurs représailles. Les chalutiers britanniques se protègent en essayant de couper la route aux gardes-côtes islandais. Mais le 18 mars dernier, le garde-côte islandais Odin tirait 2 coups de canon sur un bateau britannique, le Statesman, qui tentait de les prôner. Nous ne croyons pas que les Britanniques enverront leur marine de guerre dans les eaux islandaises. Après tout, nous sommes tous deux membres de l'ONU. S'ils le font, eh bien, nous verrons le moment venu ce qu'il convient de faire. Une information qui m'est parvenue il y a quelques instants. À Rungis, ce matin, les détaillants en fruits et légumes ont manifesté, protestant contre les horaires actuels d'ouverture, les horaires d'été de 13h à 17h. De nombreux camions bloquaient encore il y a quelques instants plusieurs portes des halles. Les accidents de la route sont de plus en plus à l'ordre du jour. Que faire pour limiter le nombre de morts? Monsieur Sécurité routière fait de nouvelles propositions au gouvernement. Il souhaiterait en particulier plus de fermeté à l'égard des jeunes conducteurs qui seraient, selon lui, les responsables d'un nombre d'accidents croissant. Monsieur Gérondeau, c'est son nom, ne serait pas opposé à une limitation quasi générale de la vitesse. À ce propos, monsieur Olivier Guichard a réaffirmé hier soir à Europe numéro 1 qu'il n'était pas question de limiter la vitesse sur les autoroutes. L'important, estime le ministre de l'Aménagement du Territoire, c'est que les conducteurs soient capables de contrôler leur vitesse et une commission va être chargée de revoir l'enseignement actuel de la conduite. Les vignes, on le sait, valent actuellement de l'or en France, mais celle qui a été vendue hier en Vendée vaudrait plusieurs tonnes d'or à elle toute seule. Il y aurait, dit-on, un trésor enfoui sous les ceps. La famille Madi de l'Aiguillon-sur-Mer a quand même laissé la vente se faire aux enchères à la bougie. Reportage de notre station de Nantes. Chasse au trésor dans l'ouest, à la Faute-sur-Mer, au sud de la Vendée, où en décembre 1821, la goélette La Confiance, un bateau chargé d'or qui revenait des Amériques, s'est échoué sur un terrain de la pointe d'Arcet. La vente du dit terrain appartenant aux héritiers Madi, obligés de s'en débarrasser pour que leurs parents puissent être logés décemment en maison de retraite, avait attiré des curieux, des aventuriers et des chercheurs d'or, s'il en est. Une parcelle de terrain, 6 au dit, le hameau ouest, figurant en plan cadastral, sous numéro 136, la section AP, pour une contenant de 13,83 /. Il y a au moins 4 arbres plantés en peuplier. Des peupliers qui ont au moins 50 ans. Monsieur, des peupliers ont au moins 50 ans. Oh oui. Au moins 50 ans. C'est mon père qui les avait plantés, alors. Alors oui. C'est pas d'hier. Bon, alors, la mise à prix, 20 000. Enchère minimum de 500 francs. Est-ce qu'il y a preneur? Mise à prix raisonnable à 15 francs le mètre carré pour 13 arts, mais bien vite les enchères montaient. 3 acquéreurs conduisaient la marque et à 38 000 francs, c'est Antoine Miraut qui devait acheter ce terrain. Antoine Miraut, un Espagnol de Montluçon, radiesthésiste, entrepreneur de travaux publics et écrivain. 38 à gauche, 38 à gauche, adjugé. Voilà. Comment se fait-il que vous ayez acheté ce terrain? Quelles sont vos intentions? Je suis radiesthésiste. Vous êtes radiesthésiste, alors quelles sont vos intentions? J'ai rien regardé encore parce que vous n'oubliez pas qu'on ne peut pas faire des recherches d'un terrain d'autrui sans l'autorisation du propriétaire. Alors je n'avais pas cette autorisation, mais maintenant je vais la faire. En plus de ça, je suis entrepreneur. J'espère pouvoir exécuter des travaux, faire quelques sondages pour voir si je peux y trouver quelque chose. Encore une dizaine de jours pour la foire de Paris. Notre magazine d'aujourd'hui va se dérouler en direct de cette foire de Paris avec Maurice Bouzek que nous retrouvons tout de suite. À vous Maurice. Eh bien, ici effectivement, la 62e foire de Paris, nous sommes en direct. Je peux vous dire, pour aller très vite et bien vous situer cette foire, qu'il y aura 1 million à peu près de visiteurs qui viendront et qu'il y a 2500 exposants qui sont venus cette année. Près de moi, Jean Talman, le directeur général de la foire de Paris. Alors une foire comme celle-ci, on a l'impression que c'est un petit peu suranné, que ça ne sert pas à grand-chose.
Je ne crois pas que ce soit l'avis des visiteurs, puisqu'ils viennent chaque année plus nombreux, mais il est certain que nous avons essayé de rajeunir la foire de Paris, et c'est pourquoi elle se présente cette année sous la forme d'un rassemblement de 7 salons. Alors des salons, alors quels sont les thèmes principaux? Y a-t-il un lien entre ces salons? Oui, il y a un lien. Il y a 2 grands thèmes de salons. Il y a d'abord les salons qui concernent la maison, le cadre de vie. C'est le village de France, c'est le salon de l'amélioration de l'habitat, c'est le salon des ensembliers. Et puis il y a les salons qui se donnent la vocation des vacances, du tourisme, des loisirs. Et il y a enfin l'exposition des nations étrangères qui, elle, est un extraordinaire centre d'information sur tous les pays du monde. Alors pour résumer un petit peu ce que vous venez de nous dire, on peut, je crois, préciser et dire que c'est en quelque sorte la qualité de la vie que vous essayez de présenter ici dans ces salons. Exactement. Alors, préoccupation de la plupart des Français, l'habitat, la maison, l'appartement, le petit pavillon. Comment acheter un appartement? Comment améliorer son habitat quand on n'a pas les moyens d'acheter un appartement? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer donc de vous dire maintenant précisément. Et il y a, dans un autre stand un petit peu plus loin, Hulda Fontaine, qui est journaliste à 24 heures sur la Une, et qui, avec ses interlocuteurs, va nous préciser de quelle manière on peut obtenir des conseils utiles qui permettent donc de frapper à la bonne porte et de sonner à la bonne sonnette pour pouvoir construire ou améliorer son habitat. Hulda, à vous. Oui, eh bien, Maurice Bruzec, nous sommes ici en compagnie de Monsieur Paul Morane, qui est président, Jacques Morane, excusez-moi, qui est président du Comité national d'action pour l'amélioration de l'habitat existant. Oui, beaucoup de gens viennent vous voir. Quel est le problème qu'ils vous soumettent le plus souvent? Nous recevons effectivement beaucoup de visiteurs sur notre stand qui nous posent beaucoup de questions. Ces questions se ramènent essentiellement à 3. Première question. J'avais espéré pendant longtemps pouvoir accéder à un logement neuf. Je m'aperçois aujourd'hui que je ne le peux pas, que je n'ai pas les moyens de le faire. Alors, dans quel sens m'orienter? Nous répondons, eh bien maintenant, il faut que vous regardiez si vous ne pouvez pas améliorer votre vieux logement actuel. On nous pose alors immédiatement la question suivante, est-ce que vraiment mon vieux logement actuel est améliorable? Nous répondons oui, dans la plupart des cas. Grâce aux techniques actuelles, votre logement est améliorable. Et ce salon de l'amélioration de l'habitat est une leçon de choses extrêmement utile. D'ailleurs, les professionnels connaissent maintenant parfaitement la question. Mais, troisième question immédiatement, comment faire? Avec quels moyens le faire? Eh bien, il existe maintenant, que vous soyez propriétaire occupant, propriétaire d'un entabaille ou locataire, des moyens juridiques, financiers, etc., pour vous aider à résoudre votre problème. Alors, votre souci, c'est d'aider les gens, mais aussi peut-être de les informer. Précisément. L'information est quelque chose d'essentiel. Et sur notre stand, nous nous attachons à cette information. Nous pouvons d'ailleurs donner sur notre stand à nos visiteurs des indications sur tous les endroits où, pour l'application, pour le détail, ils pourront s'adresser, aussi bien d'ailleurs en province qu'à Paris. Et puis, il y a des cas dans lesquels l'information ne suffit pas. Il y a des cas dans lesquels il est nécessaire que des organismes qualifiés, spécialisés, prennent en quelque sorte par la main les gens pour résoudre les problèmes les plus compliqués. Ces organismes sont, d'une part, la Fédération nationale des pactes, représentée ici par M. Lebon, et qui est implantée sur toute la France, et d'autre part, la Fédération nationale de l'habitat rural, représentée ici par M. Roche, et également implantée sur toute la France. Alors, tous les visiteurs... Information d'une part, et, je dirais, assistance technico-administrative d'autre part. Bon, alors tous les visiteurs qui viendront nous voir pourront trouver ici des adresses utiles et des conseils pratiques. À vous, Maurice Bruzec. Alors on dit, vous savez, que l'argent est le nerf de la guerre, mais c'est aussi le nerf de l'habitat. Et nous sommes maintenant dans un stand qui peut être considéré un peu comme un coffre-fort, comme un puits d'argent. Nous sommes au stand de l'ANA, c'est-à-dire l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. C'est un établissement public, c'est-à-dire un organisme officiel qui s'emploie à aider ceux qui veulent améliorer leur habitation. Alors, de quelle manière, Monsieur Louis Vinois, vous qui êtes directeur général de cet organisme? L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat donne des subventions, c'est-à-dire de l'argent qui n'est pas à rembourser, pas à tous les propriétaires qui louent des habitations construites avant 1948 et qui paient la taxe additionnelle au droit de bail. Ce sont les deux conditions, je le répète bien, car il faut que le public le sache bien. Alors dites-le alors. Des appartements, n'est-ce pas, loués, on ne donne rien aux propriétaires occupants, malheureusement, et pour des opérations avant 1948. Alors donc je répète, cette aide, cette subvention peut être donnée aux locataires
qui sont actuellement dans des appartements qui ont été construits avant 1948. Alors, Monsieur Vinoy, cette aide peut s'élever à combien? Alors cette aide, évidemment, est forfaitaire selon les travaux qui sont déterminés, qui sont faits, et elle peut atteindre 30 à 50% du montant de ces travaux, qui est quand même très important, vous voyez. Alors le supplément, on peut obtenir des prêts bancaires, et ces prêts bancaires peuvent couvrir la totalité des travaux, car l'aide donnée par l'agence constitue un apport personnel. Alors je vais répéter, Monsieur Vinoy, on peut obtenir de 30 à 50% du montant des travaux. Alors où s'adresser? S'adresser dans les directions départementales de l'équipement, au chef-lieu de tous les départements français. Il y a un délégué local de l'agence qui est apte, qui répond à toutes les questions des propriétaires louants ou des locataires, car les locataires aussi peuvent obtenir une subvention en demandant l'autorisation ou en obtenant cette autorisation que leur donne la loi, n'est-ce pas? Propriétaires ou locataires peuvent obtenir de nos délégués locaux tous les renseignements sur ces subventions. Merci. Donc vous pouvez vous adresser, je le répète, dans les directions départementales de l'équipement, donc dans les chefs-lieux de chaque département. Mais au-delà de l'argent, il y a les murs, et des murs un petit peu particuliers. Olda Fontaine va essayer maintenant de vous présenter la maison de demain. Oui, alors Paul Chaland est avec nous, il s'occupe d'un magazine sur les maisons et la décoration. Il y a avec nous François Arnal qui est peintre et qui est designer. Aussi. Il y a avec nous aussi Christian Germanas qui est architecte et designer également. Les problèmes du verre, finalement le verre est partout. Oui, le verre est partout et je crois qu'on a eu un petit peu tendance depuis de longues années à connaître le verre, surtout sur son aspect simplement fenêtre et le vitrier qui passait, on changeait un verre. Le carreau cassé, c'est fini. C'est fini, ça n'existe plus. Maintenant, je crois que le verre est arrivé vraiment à être un matériau extrêmement noble et plein de beaucoup de richesses. Alors nous, quand on a étudié ce problème avec une très grande société dans le domaine du verre, on a découvert, comme le public, je crois, va le découvrir ici à la Foire de Paris, on a découvert tous ces caractères spécifiques et on l'a traité à travers 4 saisons qu'on a confiées justement à des designers. 4 saisons parce qu'il a 4 qualités essentielles. Oui. Alors si vous êtes dans l'ordre, on a ici par exemple avec l'hiver, le verre protège du froid, laisse le froid dehors, c'est l'isolation thermique. Ensuite, on a, avec Markeld et l'automne, le verre protège du bruit, et donc on a une ville derrière, le bruit à l'intérieur, au contraire, on fait du violon, c'est l'isolation acoustique. Ici, avec Germanas et le printemps, on a les grandes baies vitrées, le verre agrandit l'espace, et le miroir qui multiplie à l'infini. Et enfin, le verre protège de l'éblouissement, c'est l'été, c'est le soleil, c'est avec des verres comme les pare-sols ou les parellios, la possibilité d'avoir justement une protection contre le soleil. Mais je crois que peut-être on pourrait demander... François Arnal, lui, a étudié les propriétés du verre en hiver. Oui, c'est ça. Isolant du froid grâce à un système polyglace. Le verre isole très bien du froid. Et j'ai vu avec des moyens très simples et des symboles très simples comment exprimer l'hiver, c'est-à-dire la neige, des loups, la fourrure, et j'ai placé dans ce cadre des objets que j'aime bien à l'intérieur et à l'extérieur, qui sont des objets de peintres tels que Armand Maglione et Cazenave, afin que le stand soit aussi un spectacle. Merci. Et alors Christian Germanas a fait l'ouverture sur le printemps. Oui, alors ce que j'ai cherché à faire, c'est à symboliser le printemps avec l'image spécifique du printemps qui est bien entendu l'arbre en fleurs. Cet arbre en fleurs est multiplié dans l'espace. Vous me montrez là? Oui, voilà. Multiplié dans l'espace par l'intermédiaire de miroirs qui réfléchissent l'image d'une façon infinie. Et de cette façon-là, on obtient un effet surtout très vivant. Et on ne sait pas, dans ce cadre architectural, où l'intérieur commence et où l'extérieur finit. Et c'est ce qui est important, finalement, dans l'architecture contemporaine, c'est le prolongement de l'intérieur vers l'extérieur et justement par l'intermédiaire du verre. On peut donc dire aujourd'hui que le verre est partout et qu'il faut compter avec le verre maintenant. Alors je pense qu'il est la caractéristique essentielle de l'architecture contemporaine actuellement. Il faut l'utiliser, à mon avis, dans la mesure où on peut profiter d'un bel environnement de cette sorte. Je vous remercie. À vous, Maurice Bruzek. Vous voyez qu'on peut avoir une maison de verre sans peut-être toujours montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Mais à l'intérieur, précisément, il y a un certain nombre de choses. Et il y a un salon qui a attiré notre attention, d'ailleurs, comme la plupart de tous les journalistes, c'est ce qu'on appelle le kit. Alors, Monsieur Grandmougin, que signifie ce salon du kit, précisément? Le kit, nous n'avons pas de mot français pour traduire ce mot anglais, on peut l'appeler le prêt-à-monter. C'est en fait le salon où on trouve des objets dans un emballage, avec tout ce qu'il faut pour les réaliser soi-même. Donc alors on a la matière première. Voilà, il n'y a plus que du montage à faire. Alors on va vous présenter un certain nombre de choses, c'est très pratique. Vous avez déjà dû en voir d'ailleurs, mais je crois
qu'on peut remontrer autre chose, car c'est réellement pratique et ça diminue, je crois, le coût d'achat, si vous voulez, d'un meuble ou d'un objet d'environ 30 à 40%. Alors tout d'abord, il y a le petit meuble qu'on peut faire soi-même, on a donc les planches, les pieds. Alors monsieur? Vous mettez le socle, les côtés sont montés à tourillon. Montrez-nous. Vous mettez un côté. Oui, voilà. non, très bien, vous oui. mettez un côté, vous glissez à fond, vous mettez ensuite le deuxième côté. Et on peut monter un meuble comme celui-là en combien de temps à peu près? Écoutez, avec le collage, on peut considérer 1 minute et demie à 2 minutes à peu près, mettons 2 minutes. Donc vous voyez, c'est très pratique. On peut monter un petit meuble soi-même en mettant les tiroirs. Autre chose de très pratique pour ceux qui aiment les mouvements d'horlogerie, une pendule extraordinaire. La pendule est née, je crois, vers le XIIIe ou XIVe siècle à peu près. Alors mademoiselle, cette pendule, on la monte soi-même. Voilà, vous avez tous les éléments dans la boîte, tout est livré comme ça, tout est préparé et il faut compter environ 1h30 ou 2 heures pour monter la pendule soi-même. Alors c'est extraordinaire. Vous voyez, la pendule se présente dans cette boîte au départ. C'est en bois. Je vous avoue vraiment que c'est formidable. Lorsque la boîte est ouverte, la voici avec toutes les pièces, les rouages, les aiguilles. Et lorsque cette pendule est terminée, la voici. Là devant moi, elle fonctionne, vous voyez. Il n'y a même pas besoin de la remonter. Il y a un petit mouvement à balancier qui permet de passer. Elle est très précise cette pendule? Celle-ci n'est pas très précise parce qu'on règle l'avance et le retard par la longueur de la petite ficelle et suivant le degré hygrométrique, elle peut jouer un petit peu. Mais de toute façon, ce qui fait la valeur, c'est que c'est une reproduction d'horloge ancienne. Alors je vous avoue que c'est assez amusant, 1h30 pour monter une pendule de ce genre, donc c'est relativement pratique. Alors autre chose ici, on ne peut pas dire que ce soit peut-être très utile. À quoi ça sert, monsieur? Écoutez, simplement, on crée son propre tableau en fonction de son living, de son intérieur, à part de système de carrés de différentes couleurs qu'on assemble directement comme ça, vous voyez. Alors donc là, c'est pour s'amuser, pour une idée de décoration, avec des petits ronds en creux, des petits ronds en relief, des petits cubes, et ça peut servir à mettre sur un mur de cuisine ou d'une salle de séjour. Alors il y a autre chose maintenant pour les femmes pratiques, si vous voulez, pour celles qui aiment avoir de la matière, comme on dit, le sac, à faire soi-même encore, toujours par cette méthode du kit. Alors, c'est ça qu'on peut le faire soi-même? Oui, c'est très facile, il suffit de savoir lasser ses chaussures, il y a un système de lassage, les pièces de cuir sont préparées, perforées, et on a les lacets, bien sûr, qui permettent de faire le lassage, voilà. Donc vous voyez, c'est très simple, les lacets d'une part, les pièces de cuir d'autre part, et puis vous confectionnez vous-même ce sac à main que voici d'ailleurs, qui est très joli et qui est en cuir. Il faut combien de temps pour faire ce sac, monsieur? 1 heure environ. 1 heure environ, voyez-vous, mesdames, pour faire ce sac. Enfin, il y a le bateau à faire soi-même, l'optimiste destiné aux jeunes garçons de moins de 10 ans, tout fait, il fait à peu près 32 kilos, donc c'est très simple pour le bord de la mer. Olda Fontaine, vous vouliez encore, je crois, nous présenter autre chose, non? Non, je crois qu'on a fait... Il y a l'horloge, vous l'avez montré. L'horloge. Alors ici, il y a aussi ce qu'on appelle le salon de la décoration et des créations d'art. C'est assez extraordinaire. Là encore, on utilise une matière première, brute, et on essaye de faire de très jolies choses, comme du temps de nos grands-mères et de nos arrière-grands-mères. Il y a d'abord ces poupées que voici, ravissantes en couleur, dommage que vous ne les voyez pas en couleur. Vous voyez une poupée avec des grands cheveux, des grands yeux. On peut voir aussi à ce salon un homme qui file la laine directement sur un rouet d'antan, le rouet encore de nos grands-mères et de nos arrière-grands-mères. Enfin un sac en matière brute, toujours fait par les designers, si vous voulez, d'hier, c'est-à-dire de très jolis objets qu'on peut voir fabriqués directement ici donc à ce salon de la Foire de Paris. Et il y a enfin ceci, je ne parle pas de la demoiselle, il y a cette perruque un peu surprenante, mais cela fait paraît-il aussi partie de ce qu'on appelle la création d'art. Je vous laisse admirer, et ce sera en quelque sorte, si vous voulez, le mot de la fin de ce direct au Salon de la Foire de Paris. Je vous rappellerai que ce salon fermera ses portes le 13 mai prochain et que 2 fois par semaine, le mercredi et le vendredi, eh bien, il y a des nocturnes jusqu'à 22h30. Ainsi donc se termine notre émission en direct. 13h Magazine prend fin. Jean-François Robinet, à vous. Merci Maurice Brouzac. Eh bien, de la Foire de Paris, nous nous rendons tout de suite à la Bourse de Paris avec Michel Tardieu. Et Michel, quelles sont les réactions de la Bourse au propos de M. Giscard d'Estaing hier sur les prix? Bien Jean-François, si j'en juge par le volume des transactions, elles sont bonnes. Et je crois que la Bourse de Paris elle l'a connue, a connu cette semaine, une semaine exceptionnelle,
Et je ne suis pas loin de penser que malgré le 1er mai, le volume des transactions de cette semaine sera un record. Alors, sur l'inflation, bien sûr, les boursiers se méfient toujours quand le ministre des Finances annonce des mesures anti-hausse. Mais cette fois-ci, ils n'ont pas très peur. Ils n'ont pas très peur parce qu'ils disent que l'inflation est un phénomène mondial et que personne ne semble bien décidé à freiner. En effet, ni M. Nixon, qui a parlé de l'inflation américaine avant-hier, ni le chancelier Brandt, qui laisse la Banque fédérale allemande augmenter son taux d'escompte, vous savez qu'il est passé de 5 à 6% hier, ni l'un ni l'autre ne semble vraiment décidé à risquer de casser l'expansion pour freiner l'inflation. Et M. Giscard d'Estaing lui-même, qui a présenté hier son nouveau plan de lutte, dans lequel il module à 0,6% près les assouplissements possibles pour les entreprises, eh bien même M. Giscard d'Estaing sera après tout satisfait si cette année la hausse des prix français est de l'ordre de 7%. Alors pourquoi cette indulgence vis-à-vis de l'inflation? Eh bien pour une raison simple, c'est que dans tous les pays du monde, on se dit que si la conjoncture économique doit se ralentir, il faut, pendant qu'elle est bonne, en profiter au maximum. Toutes les entreprises du monde ont actuellement un impératif: faire le maximum de gras pendant que l'herbe est abondante. Il sera toujours temps de maigrir le jour où la bise internationale soufflera. Et c'est pour ça que les financiers sont plutôt optimistes et qu'ils se disent que personne finalement ne prendra le risque de casser l'expansion actuelle. C'est d'autant plus vrai pour les entreprises françaises que l'économie française tourne au maximum de ses capacités disponibles et que si on veut réellement lutter contre l'inflation en augmentant la production, il faut permettre aux entreprises d'investir beaucoup, il faut donc leur permettre de continuer à gagner de l'argent. Bien sûr, on dira qu'on peut aussi lutter contre l'inflation en limitant la consommation, mais la lutte contre la hausse des salaires est beaucoup plus impopulaire que la lutte contre la hausse des prix. Donc, le moral reste élevé à la Bourse de Paris et il faut bien dire que les entreprises françaises, à l'heure actuelle, s'appliquent assez bien à gagner de l'argent. Hier, le président de Thomson a annoncé que sa société était en bonne santé, si bien qu'aujourd'hui à la Bourse de Paris, on a eu beaucoup de mal à coter Thomson. Je ne sais d'ailleurs pas si Thomson est encore coté. Monsieur Richard, donc le président, oui, non, vous voyez, Thomson n'est toujours pas coté, réservé jusqu'à 14 h. Monsieur Richard a annoncé hier que le bénéfice net de 72 était de 160 millions de francs contre 98 millions en 71. Le dividende de Thomson doit passer de 19 à 25 francs pour les actionnaires. Monsieur Richard a aussi dit que Thomson CSF avait un rôle à jouer dans le domaine des fournitures pour les PTT, des téléphones, ce qui ne fera bien sûr pas plaisir au groupe de la CGE, qui jusqu'ici était vraiment en position de non pas de quasi-monopole, parce qu'il y a quand même des sociétés, des filiales de sociétés étrangères installées en France, mais la CGE avait toujours pensé que Thomson CSF devait lui laisser le champ libre dans ce domaine. En tout cas, la CGE, elle, gagne aussi beaucoup d'argent dans les téléphones. La filiale de la CGE, CIT Alcatel, annonce un résultat net de l'exercice de 46,5 millions de francs contre 37 en 71. Là aussi, le dividende proposé est en augmentation, 38 francs contre 33 francs l'année précédente. L'Oréal annonce aussi des bénéfices en augmentation de 17,1% et un dividende qui sera de 27 francs au lieu de 24 francs. Je vous donne toujours les dividendes globaux, avoirs fiscal compris. Sur le marché de l'or, une activité assez limitée aujourd'hui, une certaine irrégularité. Vous avez vu que le Napoléon, lui, a remonté. Je crois qu'on est autour de 101. On était à 100 hier. Le Pinet, pratiquement inchangé, 239,60 contre 239. Ici, la Bourse de Paris. À vous, Jean-François Robinet. Eh bien, rien d'autre depuis le début de ce journal. Nous vous souhaitons donc un bon après-midi. Rendez-vous à 19 h 45.